Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre. On va utiliser ce qu'on appelle un diagramme, le diagramme de Segre, ou encore appelé vallée de stabilité, qui consiste à représenter les éléments chimiques en fonction de deux axes. Le premier, c'est le nombre de protons, et sur le deuxième, c'est le nombre de neutrons. Vous avez ici en noir les éléments chimiques stables. On retrouve par exemple le carbone 12 qui nous est familier par ici. Et vous avez tout autour des éléments qui sont instables, soit parce qu'ils ont un excès de neutrons, soit parce qu'ils ont un excès de protons, voire les deux. Ce sont des éléments radioactifs. Ces éléments auront tendance à se transformer pour devenir l'un des noyaux stables de cette vallée. Une façon de se transformer, c'est de faire ce qu'on appelle des désintégrations radioactives. Ils vont donc se désintégrer. La désintégration radioactive, donc, est un exemple de transformation nucléaire. Cette transformation a trois caractéristiques. Donc, la première caractéristique, c'est une transformation qui est spontanée, c'est-à-dire qui peut se produire sans être provoquée. Deuxième caractéristique, elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de prévoir à quel moment un noyau radioactif va se transformer, va se désintégrer. Et enfin, c'est une transformation qui est inéluctable. Cela veut dire qu'il est certain qu'un noyau radioactif va se transformer, va se désintégrer un jour. Mais à cause du caractère aléatoire, on ne sait pas quand. Si on devait dessiner un petit peu le portrait robot d'une telle transformation, ce serait le suivant. On a un noyau instable, qui est qualifié de pair, qui va se transformer en un noyau fils stable. J'ai mis des guillemets à stable parce qu'en fait, on va vite le comprendre dans la diapositive suivante. C'est un noyau qui est plus stable, en tout cas, que le noyau pair. Avec émission, donc cette transformation se fait avec émission de particules. Et la radioactivité, c'est le nom qu'on va donner, en fait, aux particules qui vont être émises. Alors, un exemple, prenons l'uranium 238 qui va se transformer en plomb 206 qui est un noyau stable, mais comme vous le comprenez, ces désintégrations vont se faire de façon successive. Donc on a par exemple l'uranium 238 qui va se transformer en un noyau qui sera instable, le thorium 234, mais qui sera quand même plus stable que le noyau pair initial 238. Et donc de désintégration en désintégration, on va obtenir des noyaux de plus en plus stables, jusqu'à obtenir un noyau stable, ici le plomb 206, qui lui va pas se transformer. Alors, je vous propose de rassembler les différents types de radioactivité en un tableau. Il existe trois types de particules émises. La première, c'est ce qu'on appelle le noyau d'hélium, encore appelé particule alpha, d'où le nom radioactivité alpha. La particule alpha, donc c'est un noyau d'hélium qui contient 2 protons et 4 nucléons. Deuxième type de radioactivité, c'est la radioactivité bêta+, où on a l'émission d'une particule appelée positon, ou encore appelé positron. Alors, le positron, c'est un petit peu comme l'électron, sauf que sa charge est une charge élémentaire positive. D'où ici le 1. Alors voilà une petite nouvelle signification pour la notation. En fait, en bas à gauche, on indique la charge électrique. Donc à savoir, ici, un positon contient une charge élémentaire, d'où le 1, mais ne contient ni proton ni neutron, donc 0 nucléon. Il existe enfin une troisième type de radioactivité, la radioactivité bêta-, où la particule émise correspond à un électron. Donc un électron possède une charge élémentaire négative, d'où le -1, ne contient ni proton ni électron, d'où le 0, ni proton, pardon, ni neutron, excusez-moi, donc 0 nucléon, d'où le 0. Alors, faisons un focus sur la radioactivité alpha. On a donc un noyau pair qui va se transformer en un noyau fils. Et pour connaître la charge de ce noyau fils et de son nombre de nucléons, c'est très simple, il suffit d'appliquer les lois de conservation. Donc je vous rappelle que la charge électrique des réactifs, ici il n'y en a qu'un seul, doit être égale à la charge électrique des produits. C'est ainsi qu'on peut dire que la charge électrique du noyau fils est donc Z-2. On peut faire le même raisonnement pour le nombre de nucléons. Donc s'il y avait A nucléons initialement, il en faut aussi A après. Donc A-4 plus 4 fait bien A. Donc on peut appliquer les lois de conservation pour la radioactivité bêta+. À ce moment-là, le noyau fils sera de la forme Z-1 pour la charge et A pour le nombre de nucléons. Et puis pour la radioactivité bêta-, donc on aura Z plus 1 cette fois, puisque la particule émise est un électron, et donc A nucléons. Alors, à noter que pardon, j'ai un petit peu anticipé sur les étoiles, mais à noter que les noyaux fils
n'ont pas le même nombre de protons que le noyau père, donc c'est pas du tout la même identité, c'est bien des noyaux différents. Alors, ces noyaux fixes, en fait, sont en général obtenus dans un état dit excité, c'est-à-dire qu'ils ont un petit excès d'énergie, c'est ce qu'on représente en général par des petites étoiles, et ces noyaux fixes restituent à leur environnement cet excès d'énergie par émission d'un rayonnement qui se trouve être le rayonnement gamma. Donc, on note ce passage d'un état excité à un état non excité par ce type d'équation. Les rayons gamma sont donc des photons de haute fréquence. Donc, si c'est de haute fréquence, E égale h nu, c'est donc de haute énergie. Cet appareil, c'est un compteur, par exemple le compteur Geiger-Müller, qui permet de mesurer ces désintégrations. On va définir ce qu'on appelle l'activité radioactive d'un échantillon radioactif. Et en hommage à Becquerel, vous savez que les physiciens sont toujours respectueux de leur père, on va appeler l'activité, ça va être le nombre de désintégrations par unité de temps, et donc en hommage à Becquerel, l'unité d'activité sera donc, eh bien, aux surprises, le Becquerel. Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc on prend un échantillon radioactif, et grâce à cet appareil, on compte toutes les secondes combien de désintégrations ont eu lieu. Alors pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur, il y a des substances qui sont naturellement radioactives, et puis d'autres qui sont artificiellement radioactives, mais par exemple, si je prends l'eau du robinet, si je prends 1 kilo, bien sûr il faut comparer tout à la même masse de substance, si je prends 1 kilo d'eau du robinet, il y a par exemple 1 ou 2 becquerels, donc c'est-à-dire une à 2 désintégrations par seconde, à comparer avec le plutonium 239, où là c'est 10 puissance 2 becquerels pour 1 kg de plutonium, c'est-à-dire 10 puissance 2 désintégrations toutes les secondes.